Si je vous dis que le premier gros choc de l'année cinéma est un film de 3h35 sur un architecte, j'imagine que vous avez déjà très peur. Mais n'ayez crainte, je suis justement là pour vous expliquer pourquoi c'est une fresque immanquable, qui passe à la vitesse de la lumière et à voir absolument sur un grand écran. Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler de l'immense The Brutalist, mené par un casting monumental avec Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Rafi Cassidy, Stacey Martin, Ariane Labed ou même Alessandro Nivola qui enchaînent donc les projets aux extrêmes opposés ces derniers temps. Mais c'est surtout réalisé par Brady Corbet, également co-scénariste du film avec sa femme dans la vie, Mona Fassvold, également scénariste et réalisatrice aussi. Brady Corbet, vous l'avez sûrement aperçu dans plusieurs films puisqu'il a eu une petite carrière d'acteur prestigieux au début des années 2000 chez Catherine Hardwicke avec 13, Greg Araki avec Mysterious Skin, Michael Haneke et son remake américain de Funny Games, puis les années 2010 chez Lars von Trier, Bertrand Bonello, Olivier Assayas, Noah Baumbach et j'en passe. Depuis, il a décidé de se lancer derrière la caméra pour réaliser des films d'auteurs indépendants, loin des grandes machines hollywoodiennes. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Écran Large est aussi une petite machine indépendante, loin des grands groupes de médias. Et si vous voulez qu'on le reste avec nos vidéos, notre podcast, nos critiques, vous pouvez évidemment nous soutenir via un abonnement disponible sur le site qui vous permettra d'accéder à plusieurs dossiers exclusifs, à la fois sur des films de patrimoine, des réflexions business, l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Le lien est dans la description de cette vidéo. En 2015 donc, à seulement 26 ans, Brady Corbet a dévoilé son premier film en tant que réalisateur, L'enfance d'un chef, plus ou moins adapté d'une nouvelle de Jean-Paul Sartre. Si vous ne l'avez pas vu, c'est normal en fait, le film n'est jamais sorti en France, ni au cinéma, ni ailleurs, mais c'était un petit tour de force explorant la montée du fascisme après la Première Guerre mondiale et juste avant la Seconde, à travers un jeune américain grandissant en France lors des tractations du traité de Versailles. Le film avait fait sensation lors de sa présentation à la Mostra de Venise 2015, Brady Corbet recevant notamment le prix du meilleur réalisateur de la section Horizonti et également le prix de la meilleure première œuvre. 3 ans plus tard, il est revenu sur ce même lido avec son deuxième film, Vox Lux, cette fois en compétition pour le Lion d'Or. Mené par Nathalie Portman, le film se déroule entre 1999 et 2017 et suit la carrière d'une chanteuse de pop américaine sur arrière-fond de violences armées et des attaques terroristes du 11 septembre. C'est une sorte de faux conte de fées sur la célébrité, jonglant entre une pure tragédie et un film pop sur la musique, l'art et la manière dont le capitalisme broie finalement tout. Si vous ne l'avez pas vu non plus, ce n'est pas très surprenant, Vox Lux n'a eu le droit qu'à une triste sortie en VOD et DVD en octobre 2019 en France, soit plus d'un an après son passage à Venise, et il avait reçu un accueil critique plutôt mitigé. Cela dit, c'était assez culotté visuellement et très inspiré au niveau de la mise en scène. Depuis, j'attendais donc énormément son nouveau film The Brutalist, annoncé justement depuis 2019. À l'époque, le casting était totalement différent, avec Joel Edgerton, Marion Cotillard, Mark Rylance, Sebastian Stan ou encore Vanessa Kirby. Son tournage était prévu pour janvier 2021, sauf qu'il y a eu le Covid, qui a tout bouleversé, évidemment, puis la guerre en Ukraine menant à une certaine instabilité en Europe, notamment en Pologne, où le film devait être tourné. C'est seulement en mars 2023 que The Brutalist a refait parler de lui, avec le casting qu'on connaît aujourd'hui et le début de son tournage en Hongrie, à Budapest. Et après une nouvelle année de silence radio, le film a finalement été sélectionné en compétition à la Mostra de Venise 2024, annoncé comme une fresque épique sur les États-Unis, tourné en 70 mm VistaVision et d'une durée dingue de 3h35, entre actes de 15 minutes compris. Sur place, le film a reçu un accueil dithyrambique et Brady Corbet a été récompensé du prix de la mise en scène par le jury d'Isabelle Huppert. Un prix ultra mérité, mais pour avoir vu plus de la moitié de la compétition, je pense vraiment qu'il aurait dû avoir le Lion d'Or à mon humble avis. Bref, depuis, The Brutalist a remporté 3 Golden Globes, dont meilleur film dramatique et meilleure réalisation, et c'est un des grands favoris des Oscars où il cumule 10 nominations. Mais donc de quoi ça parle, The Brutalist, vous me direz? Eh bien le film fait un peu la jonction entre L'enfance d'un chef et Vox Lux, puisqu'il s'agit, comme le décrit Brady Corbet lui-même, de l'histoire d'un personnage qui fuit le fascisme pour rencontrer le capitalisme. The Brutalist raconte en effet l'histoire de Laszlo Tosz, joué par Adrien Brody, un architecte juif d'origine hongroise qui émigre aux États-Unis en 1947, quelques années après avoir survécu à l'Holocauste. Il y retrouve son cousin et est d'abord contraint de travailler dans la pauvreté, alors qu'en parallèle, il fait tout pour que sa femme Ertchebet, la superbe Felicity Jones, puisse le rejoindre sur le continent puisqu'elle est bloquée en Europe avec sa nièce muette. Puis, un jour, la vie de Laszlo bascule à jamais lorsqu'un mystérieux client, joué par l'excellent Guy Pearce, lui demande de concevoir un grand monument et de contribuer à façonner le paysage de l'Amérique moderne. Le rêve américain va-t-il enfin se concrétiser pour Laszlo, ou cette bénédiction va-t-elle se transformer
en malédiction. Bon, ce synopsis du film de Brady Corbett est déjà très long, mais ce n'est rien face à l'opulence du résultat final, car The Brutalist est une grande fresque épique sur l'Amérique, comme il ne s'en fait plus vraiment. Au XXe siècle, Hollywood s'est régulièrement plongé dans des récits sur l'Amérique dont l'ampleur narrative rappelait l'envergure d'immenses romans littéraires, à l'image des 2 premiers parrains de Francis Ford Coppola, de La Porte du Paradis, voire de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, ou d'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Depuis, hormis Gangs of New York de Martin Scorsese au début des années 2000 et d'une certaine manière de ses The Irishman et Killers of the Flower Moon, ainsi que l'immense There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson sorti en 2007, le genre s'est fait plus rare. Cela peut d'ailleurs s'expliquer pour une raison, leur durée. Évidemment. À une époque où notre capacité d'attention en tant que spectateur, et pas uniquement, est devenue un vrai problème et semble diminuer chaque jour un peu plus, et je m'inclus dedans, à cause des réseaux sociaux, ce n'est pas forcément facile de concrétiser un film, de produire un film, puis de vendre un film quand on annonce d'emblée qu'il fera 3h35. Ou en tout cas, plus de 3h, voire plus de 2h30. Je vous vois derrière votre écran avoir peur de vous ennuyer, et je peux le comprendre. Pourtant, The Brutalist est bien la preuve que la longueur n'est pas ce qui compte vraiment. Je parle de la longueur d'un film, même si ça marche pour plein d'autres choses. C'est ce que Brady Corbett expliquait très bien lors de la conférence de presse de son film à la Mostra de Venise. I think it's quite silly actually to have a conversation about runtime because that's like criticizing a book for being 700 pages versus 100 pages. I've read great novellas, I've read great multi-volume masterpieces, and you know, for me it's just about how much story there is to tell. Et je ne pourrais pas dire mieux que Brady Corbett, car s'il dure 3h20 avec un entracte pile au milieu de 15 minutes, son The Brutalist est un film qui passe très rapidement et d'une efficacité redoutable. Pourquoi ? Parce qu'il est d'une densité remarquable et surtout astucieusement construit pour plaire au plus grand nombre. C'est le genre d'épopée fabuleuse sur l'Amérique qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois, mais qui, ici, est racontée d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Et c'est le cas dès son ouverture. Les ouvertures des films de Brady Corbett ont toujours été très impressionnantes, en tout cas elles m'ont toujours très impressionné. L'enfance d'un chef démarrait sur une succession d'images, d'archives sur la Première Guerre mondiale, puis une arrivée en train, le tout accompagné par un incroyable morceau du regretté Scott Walker. Celle de Vox Lux démarrait doucement avant de plonger dans l'horreur d'une fusillade scolaire et un long requiem musical en route vers l'hôpital. Avec The Brutalist, Brady Corbett nous met une claque encore plus fascinante dans son ouverture. Car dans un noir presque absolu, on suit Laszlo dans un petit chaos, accompagné par une musique angoissante. Difficile de savoir exactement où il est, il y a du bruit, beaucoup de monde qui se bouscule, des cris, des pleurs, une sorte de panique constante. Et en voix off, on entend sa femme Erchebet raconter les horreurs vécues aux mains des nazis dans une lettre. Puis, à force de progresser au milieu des couloirs, soudain, Laszlo pousse une porte. La musique se fait fanfare, la caméra rentre enfin dans la lumière. Il est en fait sur un bateau, loin de l'enfer des camps dont il a réchappé, arrivant sur la dite terre promise, les États-Unis. C'est évidemment une forme de libération et de joie pour les personnages, mais Brady Corbett donne tout de suite le ton avec un plan, celui de la Statue de la Liberté filmée à l'envers. L'image d'Épinal des États-Unis, cette porteuse d'espoir pour tous les immigrants, devient instantanément le symbole d'un rêve américain déséquilibré, difforme, augurant d'une épopée plus tumultueuse que le personnage n'aurait jamais pu l'imaginer. Cette séquence d'ouverture et ce plan font partie des dizaines et dizaines d'idées de mise en scène passionnantes qui jalonnent le film durant ses plus de 3 heures, notamment grâce à l'utilisation du VistaVision. Ce procédé était très apprécié dans les années 50, notamment par Alfred Hitchcock sur Sueur froide, La mort aux trousses, etc. Mais c'est la première fois qu'un film est presque entièrement tourné avec depuis 1961. It's been 64 years. Un choix parfait pour empêcher les déformations de l'image lors du rendu, mais surtout de capturer un truc, les infinis détails des environnements et leur immensité dans un seul et même plan. Ce qui, pour un film sur l'architecture, est forcément très utile. Alors bien sûr, et heureusement pour notre cœur, toutes les scènes de The Brutalist n'ont pas l'intensité de son ouverture et ne jouent pas avec nos attentes de spectateurs, impatients de comprendre ce qu'il se passe sous nos yeux sur 3h30. Brady Corbett a au contraire l'intelligence de jongler entre les passages plus lents et les envolées plus énergiques, mais aussi les genres entre la grande tragédie cruelle, le drame familial, la romance intime, la fresque historique, et aussi un surréalisme aux portes de l'horreur durant certaines scènes, dont une incroyable séquence dans des carrières italiennes qui semblent tout droit sorties d'un autre monde. Et c'est là l'importance du VistaVision, encore une fois, permettant de sublimer des moments de pure contemplation architecturale et aussi d'accentuer les paysages fous à l'écran. Mais au-delà, Brady Corbett fait tout pour rendre son film le plus accessible possible. Pour être très concret, The Brutalist avance en fait d'une manière chronologique et son découpage en 4 chapitres, une ouverture, 2 chapitres, puis un épilogue, permettent de délimiter habilement les périodes, les enjeux
et les dynamiques entre les personnages. C'était déjà le cas de ses deux précédents films, mais conscient de l'exigence de The Brutalist, Brady Corbett nous permet même de faire une chose ici, une pause, de souffler devant cette épopée vertigineuse grâce à un entracte entre le premier et le deuxième chapitre. Entracte qui a aussi du sens dans la narration, il va sans dire. Cette construction, c'est une manière d'étudier au mieux tout le parcours psychologique et physique de son héros et des personnages qui gravitent autour de lui au fur et à mesure du récit, qui se déroule donc sur plus de 30 ans. Car The Brutalist est évidemment d'une densité thématique absolument faramineuse, d'où sa durée fleuve, jamais gratuite, jamais ennuyeuse et toujours pertinente. Et oui, il fallait bien ça pour raconter autant de choses sur l'Amérique, la religion, l'antisémitisme, l'identité, l'assimilation, la xénophobie, le rêve américain, la brutalité masculine aussi, l'enfer du capitalisme, etc. Mais plus encore, la manière dont l'Amérique s'est en partie construite sur le dos des immigrés, qu'elle rejette ou renie éhontément, d'autant plus sur la présidence Trump, que nos vies sont fondées sur notre passé et ses atrocités, et comment l'art, ici l'architecture, repose sur des traumatismes et peut devenir une forme de catharsis. Et à ce sujet, il me semble évident que le choix de Brady Corbett de prendre un architecte comme protagoniste est une façon pour lui de dresser un portrait parallèle entre l'architecture et le cinéma, et plus encore le parcours complexe de Laszlo Tosz en tant qu'architecte et le sien en tant que cinéaste pour la conception de The Brutalist. Encore à la conférence de presse de Venise, Brady Corbett disait ceci. This was an incredibly difficult film to make. I'm very emotional today because I've been working on it for 7 years and it felt urgent every day of the better part of a decade. I'm just really grateful to everyone that spent 3.5 hours with it last night. We'll spend 3.5 hours with it later today. And the cast and crew that made this film possible, because this film does everything that we are told we are not allowed to do. Ceux qui ont vu The Brutalist au moment où vous regardez cette vidéo, le parallèle vous semblera sûrement flagrant, parce que au-delà du rêve américain brisé de Laszlo Tosz, il est question de la vision d'un artiste bafoué, gêné par celle d'un homme d'affaires. Brady Corbett a d'ailleurs largement répété en interview qu'il dédiait son film à tous les artistes qui n'ont pas pu concrétiser leur vision. Le titre a donc en vérité un double sens au fur et à mesure, puisque le brutalisme n'est pas uniquement le style architectural du personnage d'Adrian Brody, mais également le côté sauvage et cruel du mania de Guy Pearce, qui ne voit pas l'architecture comme une forme d'art, voire ne le comprend pas, mais comme une arme brutale. Pour lui, c'est un outil d'enrichissement, une manière de se servir des faibles, et donc ici des étrangers, dans le prolongement de la réflexion, pour assouvir ses envies, conserver ses avantages et même accentuer son pouvoir, sa domination, son empire. C'est là toute la beauté de The Brutalist et du message de Brady Corbett. Non seulement la construction finale de Laszlo Tosz est une œuvre d'art architecturale, mais elle est surtout un témoignage, ici, de la Shoah, des camps de concentration, qui défiera le temps et les générations, dépassant les simples délires capitalistes de toute une nation. C'est d'autant plus passionnant que l'architecture brutaliste est un style largement rejeté et pourtant fascinant. À ce propos, je fais une petite parenthèse, je vous conseille absolument de visiter l'incroyable complexe de Barbican si vous passez par Londres. Ça m'a beaucoup fait penser au film et ça m'a énormément impressionné. Pour revenir à The Brutalist, dans la continuité et à son échelle, il porte des revendications similaires à celles du monument de Tosz. Non seulement c'est une œuvre d'art cinématographique, un chef-d'œuvre pour moi, plus j'y repense, mais aussi la preuve que ce genre de film peut encore exister, que le cinéma est encore capable de créer de telles œuvres et qui pourraient bien changer la donne à l'avenir. Car malgré son ampleur visuelle magnifiée par la photo de Lol Crowley et le Vista Vision, son casting 5 étoiles, son opulence de décor signée Judy Baker ou encore la bande originale mémorable de Daniel Bloomberg, The Brutalist a été tourné en seulement 33 jours. Pour vous donner une idée, une étude de Stephen Follows, basée sur 782 films en live-action sortis entre 2006 et 2016, avait calculé que la moyenne était d'environ 106 jours de tournage. Plus fou encore, il n'a coûté que 10 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 10 millions de dollars. Un budget ridicule que certains producteurs ne croyaient même pas tenable lorsque Corbett leur présentait son film en 2018, leurs estimations budgétaires pour le film avoisinant plutôt les 28 millions de dollars minimum selon eux. Au moment où cette vidéo est tournée, The Brutalist a déjà rapporté pourtant près de 25 millions de dollars dans le monde et c'est loin d'être fini. Il s'agit d'un des films les plus appréciés du public et de la critique aux États-Unis ces dernières années et il est peut-être la preuve vivante que le cinéma ne doit pas forcément répondre aux attentes des producteurs ou aux envies du public, mais bien à celles des cinéastes et des artistes en fait. C'est ce que racontait Brady Corbett dans son discours de remerciement lorsque le film a remporté le Golden Globes du meilleur film dramatique. I was told that this film was undistributable. I was told that no one would come out and see it. I was told the film
wouldn't work. No one was asking for a 3.5-hour film about a mid-century designer on 70mm, but it works. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, jetez-vous sur The Brutalist, voyez-le sur le plus grand écran possible, et je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, grande fresque sur le capitalisme, l'Amérique, ses dérives, et le cinéma aussi, bien sûr. Salut! Stop!